À quoi va ressembler notre futur? Quelle place pour les technologies, le vivant, les libertés? Et si nous construisions demain par les conversations, les regards croisés entre les disciplines, les expertises, les imaginaires? Et si demain, un podcast du Quai des Savoirs pour construire notre futur ensemble? Une émission animée par Marina Léonard et Laurent Chicoineau. Et si demain, passer à table n'était plus une source d'inquiétude pour personne sur cette planète? D'abord parce qu'il y en aurait des tables partout, sur tous les continents, avec suffisamment de nourriture pour toutes et tous. Ensuite, parce que le contenu de nos assiettes et de nos verres, bien sûr, serait sûr, sain, équilibré, exempt de toute trace de pesticides, d'OGM ou même tout simplement de résidus de plastique. Enfin, parce qu'il y aurait à la fois une grande diversité d'aliments, de goûts, de saveurs, de textures, et que cette diversité, dans un contexte de sécurité alimentaire, induirait de la curiosité sensorielle, une ouverture à l'autre, et renforcerait les appétits et les moments de convivialité. Est-ce que demain, nos peurs alimentaires ne seront plus qu'un vieux souvenir ? Alors pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 invités pour ce podcast. Une historienne, Sylvie Vabre, spécialiste de l'histoire de l'alimentation et notamment de l'histoire des industries agroalimentaires. Bonjour Sylvie. Bonjour. Un toxicologue, Jean-Pierre Cravedi. Alors vous dirigez des recherches au centre INRAE de Toulouse sur les contaminants alimentaires et vous êtes spécialiste des perturbateurs endocriniens. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et enfin, un auteur de science-fiction, Jean-Claude Dugnac, auteur de nombreuses nouvelles et de romans et qu'on connaît bien ici au Quai des Savoirs car vous avez participé à la conception de notre exposition Code Alimentation qui se proposait justement d'explorer le futur de nos assiettes. Bonjour Jean-Claude. Bonjour chez vous. Alors pour entrer directement au cœur du sujet, nous vous proposons d'écouter un court extrait issu des archives de notre partenaire l'INA. Alors Laurent, il s'agit d'une intervention de Madeleine Ferrière, célèbre historienne des peurs alimentaires. Oui, avant de nous intéresser au futur, commençons par regarder dans le passé. Est-ce que les peurs alimentaires remontent jusqu'aux origines de l'homme? C'est la question à laquelle Madeleine Ferrière répond. C'était sur France 3 en 2004. Aux origines de l'homme, je ne sais pas trop. Vous savez, Cro-Magnon ne nous a pas laissé trop de témoignages. Alors, il y a 2 versions. Il y a les uns qui disent que c'était un âge d'or alimentaire, un âge d'abondance. Et puis moi, je pense plutôt que Cro-Magnon, il a dû faire tous les essais. Il a dû tout goûter pour nous, pour savoir ce qui était mangeable ou ce qui était immangeable dans ce que la nature lui offrait. Et bien souvent, il en est mort. Donc je crois que Cro-Magnon, au contraire, il a souffert d'insécurité alimentaire beaucoup plus que nous. Sylvie Vabre, est-ce qu'on retrouve comme ça tout au long de notre histoire des attitudes de précaution, voire de peur vis-à-vis de notre alimentation ? Bien sûr, je pense que cela accompagne l'être humain, étant donné que l'on ingurgite quelque chose pour vivre, on est obligé de manger. Et donc, forcément, on est obligé de faire des choix. Et parfois, on fait de bons choix et parfois de mauvais choix. Donc, effectivement, je pense que cela accompagne notre vie. Et comme le dit Madeleine Ferrière, je pense que l'homme de Cro-Magnon avait beaucoup plus de soucis à se faire que nous avons aujourd'hui de soucis à nous faire de notre alimentation. Et il faut savoir que certains produits ont une histoire tout à fait particulière parce qu'aujourd'hui, ils nous semblent tout à fait sûrs et sans problème. Mais il y a ne serait-ce que 150 ans, ils présentaient des difficultés. Je pense par exemple à l'eau et au lait, qui sont aujourd'hui des produits quotidiens. L'eau était mortifère, comme le lait au XIXe siècle. Des épidémies de choléra ont ravagé les grandes villes européennes dans la première moitié du XIXe siècle. Paris, en 1832, a perdu 20 000 habitants. Elle en comptait 600 000. Donc c'est énorme, à cause du choléra et à cause de l'eau, parce que l'eau était empoisonnée par le choléra. Et donc du coup, l'eau n'était pas un produit sûr, et l'on préférait boire du vin ou de la bière, qui eux étaient des produits sains. D'accord, donc on avait peur de l'eau à l'époque. L'eau et le lait faisaient peur. Bien sûr, oui, tout à fait. Et le lait, même chose. Alors le lait, on pouvait le donner aux enfants en bas âge, on pouvait le donner aux personnes malades, mais seulement il fallait le boire dès qu'il était prêt, puisque de toute façon, ça représentait, si on attendait ne serait-ce que 2 ou 3 heures, il y avait ensuite un fourmillement de bactéries, on savait qu'il devenait nocif. Et donc on avait au sein des villes même des vacheries, c'est-à-dire un élevage de vaches, et les gens venaient acheter le lait dès la traite pour le boire tout de suite. Et alors du coup, quels étaient les moyens dans le passé de connaître la toxicité des produits? Parce qu'effectivement, il y avait le circuit très très court, mais après, au-delà de ça, est-ce qu'il y avait une histoire? Alors, on peut penser aux goûteurs de Cléopâtre, alors ça remonte encore plus loin, mais il y avait peut-être d'autres façons de faire? On a tous vu le film, effectivement, de Cléopâtre, Astérix Cléopâtre et les goûteurs. Mais alors, effectivement, il y a d'autres façons de faire, parce qu'en fait, cela met en jeu la confiance. Il faut avoir confiance en la personne qui vous vend,
en la personne qui transporte le produit, en la personne qui le fait. Et donc cette confiance, elle peut être soit directe, par des liens personnels, soit elle peut devenir impersonnelle, et il faut à ce moment-là avoir confiance dans des normes que l'on a établies au fur et à mesure de l'histoire. Voilà. Alors il y a quelques normes, rapidement j'en verrai 3 sortes de normes. Il y a toutes les normes en lien avec les corporations de métiers. Au Moyen-Âge, par exemple, quand la boucherie se définit, la boulangerie se définit, il y a des normes professionnelles qui perdurent ensuite durant les siècles suivants. Ensuite, il y a des normes qui apparaissent, de nouvelles normes qui sont des normes géographiques, notamment en France, c'est-à-dire que l'on va dire que tel produit vient, le pâté de Nérac, par exemple, le foie gras du Périgord, ce sont de bons foie gras. Les olives de Nice sont excellentes. Donc on a une notion géographique qui apparaît dès le XVIIe siècle, qui est importante. Et ensuite, au XIXe siècle, en 1857, c'est une loi qui est unique au monde à l'époque, qui est une loi française qui introduit les marques. Et à ce moment-là, on peut identifier le produit par la marque et le fabricant s'engage à une certaine sécurité, à une certaine qualité en apposant la marque sur le produit. Et alors vous, Jean-Pierre, qui êtes spécialiste en toxico, quels sont les experts de l'époque? Qui étaient les Jean-Pierre Cravedi d'avant? Mes ancêtres. Donc, non, plus sérieusement, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'experts en termes de sécurité sanitaire des aliments. Il y avait des experts des poisons. Peut-être le premier toxicologue, c'est Paracels, qui donc a énoncé le fait que c'était la dose qui faisait le poison. Même si ce dogme est un peu battu en brèche aujourd'hui, ça reste quand même la plupart du temps tout à fait vrai. Les peurs en termes de toxicologie, les peurs autour de l'alimentation, alors effectivement l'eau est quelque chose qui remonte à il y a très longtemps, mais qui perdure aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'accès à l'eau potable n'est pas du tout la règle dans le monde, malheureusement. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Le lait était évoqué. Enfin, moi, je me souviens, je suis pas né dans la région, je suis né au Maroc. Il était tout à fait non recommandé de boire du lait qui n'avait pas été préalablement bouilli. Et ça, on a oublié, je dirais, ça c'est le savoir-faire aussi de la filière qui permet de délivrer un produit pour lequel il n'y a pas, a priori, de risque particulier. Et puis, je dirais, peut-être plus récemment, sont apparues des peurs qui sont liées à ce qui est ou ajouté volontairement ou pas volontairement, c'est-à-dire la peur du chimique autour des aliments. Je pense qu'on va probablement y revenir, mais c'est aujourd'hui la principale peur, alors que ça n'est pas forcément scientifiquement fondé. Alors avant de parler peut-être des peurs d'aujourd'hui, je reviens vers vous Sylviva, parce qu'il y a une peur dans l'histoire qu'on connaît un peu tous, c'est celle de cette histoire de la pomme de terre avec Monsieur Parmentier, où on nous a tous appris dans nos jeunes années que en fait, les Français, les Européens ne voulaient pas manger de ce légume parce qu'il venait d'ailleurs, on le connaissait pas, et que du coup Parmentier a dû développer des artifices pour soi-disant nous empêcher d'en consommer, pour qu'on aille la voler et la manger. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette histoire ? Tout à fait. La pomme de terre qui aujourd'hui nous paraît indispensable a mis énormément de temps, enfin des décennies, pour faire la conquête de nos assiettes. Elle n'est pas la seule. Le maïs, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des produits qui ont mis beaucoup de temps pour s'imposer. Et qui le chocolat aussi. Oui, le sucre aussi. Et qui, dans un premier temps, ont été réservés, pas le sucre. Mais la pomme de terre, par exemple, ou le maïs ont été réservés soit aux animaux, soit ensuite aux pauvres, c'est-à-dire à ceux qui n'avaient rien d'autre pour manger. Donc, on a vraiment une très lente conquête, effectivement, des tables par la pomme de terre tout au long du 19e siècle. Donc, les choses que l'on pense être évidentes ne sont pas si évidentes que ça, parce que mettre quelque chose de neuf, de nouveau dans nos assiettes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à faire. Il en est de même aussi pour les pâtes alimentaires. Ah oui. Oui. On ne mangeait pas de pâtes au début du 19e siècle, on ne mangeait pas de pâtes alimentaires, très peu de vermicelles. C'était quelque chose d'italien que l'on considérait totalement indigeste. Ça a bien changé. Voilà, ça a bien changé.
Il y a un exemple de thèse de Guter que j'aime beaucoup personnellement, qui était les cornes de licorne. Aussi curieux que ça puisse paraître. Un certain nombre de cours, la cour de Charlemagne, la cour d'un certain nombre de... Jean-Claude Dudiaca, je rappelle, vous êtes auteur de science-fiction. Mais c'est une histoire vraie. On voit ça en particulier à Vienne dans les musées. Il y a des cornes qui étaient des cornes de narval, mais qu'on vendait comme des cornes de licorne. Et chaque cour avait la sienne parce qu'on l'a trempée dans la soupe pour vérifier si elle était empoisonnée ou pas. Et si la corne devenait brûlante et violette et lâchait des bulles ou je ne sais quoi, c'est que c'était dangereux. Alors, sachant que c'était une corne de narval, ça ne devait pas fonctionner très bien. Mais à cette époque-là, une corne de narval qui faisait 2 mètres de long, disons, ça valait le prix d'un château. Oui. C'était quelque chose, on avait des expéditions pour aller en trouver parce qu'une personne qui en ramenait 2 ou 3 devenait riche. Alors justement, puisque vous avez la parole, peut-être dans le domaine de l'imaginaire, puisqu'on voit que dans l'histoire, il y a eu de nombreuses peurs alimentaires, est-ce que dans le domaine de l'imaginaire, de la science-fiction, c'est un sujet qui a été souvent traité? Est-ce que, comme ça, vous avez en tête des récits, des œuvres qui parlent de cette problématique, enfin, qui mettraient en scène cette problématique de peur alimentaire? De peur alimentaire, pas nécessairement, même si chaque fois qu'on débarque sur une planète, on a peur de ce qu'on y trouve en général et on essaie toujours de goûter des trucs. Quelquefois, on goûte des choses, on les trouve délicieuses et malheureusement, c'est l'espèce sentiente du coin et ça n'est pas une bonne idée. Mais il y a quand même un exemple de livre, un livre de Harry Harrison dont on a fait un film en 1973, je crois, qui s'appelait Soleil vert, qui est peut-être le plus bel exemple de science-fiction basé sur la nourriture, où justement, cette nourriture-là que les pauvres consomment, qui aide en quelque sorte l'humanité à survivre, elle est absolument horrible. Ben justement, on a un extrait à vous faire écouter, un extrait sonore de ce film de 73. Donc, c'est la scène mythique du marché où la population, en nombre, puisque je rappelle que dans cette utopie, utopie, de dystopie même, on va dire. Oui, c'est une anti-utopie. C'est une anti-utopie. On est dans une situation de surpopulation mondiale. Et donc là, le peuple, enfin la foule découvre qu'il n'y a plus de soleil vert disponible. Ils vont manquer de soleil vert. Tas d'idiots. Il y a eu des difficultés de transport. Cette foule peut faire une émeute, je sais. J'ai dit que les dégageuses soient prêtes, mais je ne sais pas si je dominerai la situation. Quand vas-tu faire l'annonce? Dès que j'aurai assez de courage. D'ici 5 minutes, je pense. Préviens les autres, là. Ici la police. Ici la police. Ici la police. Nous vous demandons de vous disperser. Il n'y a plus de soleil vert. On a épuisé tous les stocks. Évacuez immédiatement le secteur. Les dégageuses vont arriver. Les dégageuses vont arriver. Je répète. Voilà, ce sont 2 policiers casqués comme des joueurs de foot américains dans le film. Il faut dire que c'était les années 70, qui sont en train d'essayer de gérer cette foule en colère parce que justement, il n'y a plus de soleil vert. Alors on peut rappeler ce que c'est que le soleil vert quand même, parce que tout le monde ne se souvient pas peut-être de cette histoire. Le soleil vert, ce sont des petits carrés plats qui ressemblent, à l'époque ça ressemblait atrocement aux tablettes de chewing-gum Hollywood vertes et qui sont en fait des êtres humains broyés. Et c'est très, très riche en protéines, c'est tout à fait nourrissant, mais évidemment c'est absolument horrible. Et il y a quand même un exemple dans les littératures bien connues de ce problème-là. C'est un monsieur qui s'appelle Jonathan Swift, celui qui a écrit Gulliver, qui, pour justement attirer l'attention de ses collègues anglais sur la famine qui régnait en ce moment en Irlande, a fait ce qu'on appelait une modeste proposition où il expliquait que la meilleure solution de régler le problème de la famine en Irlande, c'était que les mères mangent leur bébé. Et il faisait tout un raisonnement expliquant que le bébé bien cuit était parfaitement goûteux, etc. Le tout pour justement choquer les gens et leur dire ce qui se passe est gravissime. Et on a utilisé cette chose-là, qui était le cannibalisme, pour attirer l'attention sur une chose atroce. Voilà, littéralement, tu as des histoires qui remontent à loin. Alors c'est la peur quelque part de l'anthropophagie, évidemment, cette peur du cannibalisme. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire, Sylvie Vabre, cette dimension. Est-ce que ça fait partie de l'histoire des peurs alimentaires? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien documenté? Au 19e siècle, il y a une thèse qui est en cours à l'université Jean Jaurès, justement, sur cette idée-là. Et ce qu'il ressort, c'est qu'en fait, notamment à la fin, au 18e siècle et au 19e siècle, le cannibalisme va avec la découverte du monde et va avec la peur de l'autre. C'est-à-dire que quand on va en Afrique, quand on va en Asie, ce sont forcément des sauvages que l'on rencontre, des cannibales. Et il y a, je dirais, hélas, c'est
plus sur l'imaginaire, mais on imagine de grandes fêtes, certains sentent les odeurs, imaginent ce qui se passe, etc. Les bruits sont évocateurs. Il y a quantité de textes qui rapportent cette thématique-là. Mais bien sûr, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ce n'est pas la question. En tous les cas, je dirais, l'homme blanc a une imagination très féconde à cet endroit-là, à ce moment-là. Oui, c'est effectivement la question des pratiques culturelles. Alors, le vrai, le faux, le goût, le dégoût. C'est vrai que nous, dans nos pratiques françaises, franco-françaises, entre les huîtres, les cuisses de grenouille, les escargots ou le bleu, il y a de quoi faire. C'est bon aussi. Tout à fait. D'ailleurs, les sociologues comme Norbert Elias ont montré que le goût et le dégoût vont de pair, c'est-à-dire que ce qui est véritablement goûteux pour, par exemple, les Français, ne le sera absolument pas pour les Anglais et les Anglo-Saxons. Ce sera même le dégoût le plus total. Les huîtres, par exemple, les cuisses de grenouille, etc. Il y a un côté psychologique qui est quand même compliqué. C'est quand même, du coup, une espèce de construction mentale, une éducation, quoi. Tout à fait. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait culturel, c'est tout à fait une éducation. Et cela va changer, et cela évolue, se transforme au fil des siècles. C'est-à dire qu'il y a des choses qui étaient impossibles à un moment donné qui le deviennent, etc. Et c'est ce qui est intéressant, justement, de voir comment les choses changent. Oui, parce que là, sur un plan toxicologique, par exemple, il n'y a pas assez clairement les huîtres, c'est bon. Qu'on soit français, japonais, africain, on peut manger des huîtres sans être malade. Ça dépend. Jean-Pierre Cravelli. A priori, sauf si les huîtres sont contaminées par tel ou tel micro-organisme ou par telle ou telle toxine. On est d'accord. Ce qui arrive régulièrement, mais c'est contrôlé maintenant. Oui. Ce qui aux États-Unis est une des raisons pour lesquelles ils les font bouillir, parce qu'ils mangent les huîtres, mais les huîtres cuites. Donc, qui ont une consistance caoutchouteuse, ça ressemble un petit peu à un œuf dur. C'est pas bon, enfin, excusez-moi de le dire. Mais comme à cette époque-là, je le sais pour avoir goûté, j'ai courageusement attaqué ce genre de choses. Et je dirais que je n'ai pas renouvelé l'expérience par goût. Mais c'était aussi dû au fait que dans ces coins-là, je pense en particulier la région de Seattle ou de Vancouver, qui est toute proche, où il y a énormément d'huîtres, mais il y a aussi des marées de ce que vous disiez, des micro-organismes qui apparaissent. Donc de temps en temps, sans qu'on sache très bien pourquoi, l'huître devient impropre à la consommation, sauf si elle est cuite. Et quand elle est cuite, et comme en plus c'était la nourriture des pauvres, on appelait le sandwich du pauvre, c'était un sandwich à l'huître cuite. Et on vous le sert encore dans les grands restaurants. Alors, il y a une autre histoire aussi de alimentaire, c'est le fuku, Marina, c'est ce fameux poisson japonais. Le fameux poisson, effectivement. Alors là, pour le coup, c'est très culturel, parce que lui, il est vraiment asiatique. Et là, on a quand même une question de vie ou de mort, Jean-Pierre. Oui, mais je crains de devoir désacraliser le mythe. Alors, dites-nous déjà ce que c'était que ce mythe. Alors, le fuku, c'est un poisson qu'on appelle le tétrodon, qui est tout à fait recherché au Japon, à la fois pour la qualité de sa chair, mais aussi par le risque qu'il présente, à savoir le fait que ce poisson accumule des toxines marines, particulièrement au niveau du foie et de la vésicule biliaire, et ce qui demande un vrai savoir-faire en matière de préparation. Sinon, le risque est de mourir suite à la consommation de ce poisson. Donc il faut absolument avoir une confiance, je dirais aveugle, en la personne qui prépare le mets, parce que s'il est mal préparé, l'issue est fatale. Et quand je disais qu'effectivement il y a un peu une désacralisation du mythe, ce que je viens de dire sur le risque est associé à la consommation de fuku sauvage, pêché. Or, aujourd'hui, pour éviter ce type d'empoisonnement, l'essentiel des fuku qui sont consommés au Japon sont des fuku d'élevage pour lesquels on contrôle absolument la qualité de l'eau d'élevage et de l'alimentation de ces poissons. Donc, il n'existe plus de risque, alors je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, à consommer du fuku. Mais en tout cas, on n'était pas là dans une notion de fraude. Là, c'était vraiment une question de... C'était un jeu, en fait. C'est une question de confiance, en fait. Il faut avoir confiance dans l'expert qui va découper le poisson. Confiance dans celui qui va choisir la viande, par exemple. Et au début du 19e siècle, on fait confiance à des gens qui choisissent la viande dans les abattoirs, qui la regardent, qui la reniflent, qui la sentent, qui l'observent, qui regardent sa couleur,
avant même que les vétérinaires interviennent. Les vétérinaires interviendront plus tard. Donc il a toutes sortes d'experts en lesquels on a confiance. Oui, ce que vous êtes en train de nous dire tous, finalement, c'est que toutes ces peurs alimentaires, elles sont fondées. C'est-à-dire qu'elles sont, même si à l'époque où elles surviennent, on n'a pas l'explication encore scientifique, mais ça part toujours d'un constat, d'une constatation qu'on fait. On constate que quand on boit de l'eau qui, on ne sait pas à l'époque, qui est impure, on tombe malade, on peut y rester, ça transmet le choléra. Ça, on le sait, on le constate par l'expérience, mais pas par la connaissance. Donc finalement, plus on va connaître de choses sur notre alimentation, plus on va avoir peur. C'est une question. C'est en partie vrai, c'est-à-dire que, effectivement, au fur et à mesure qu'on réduit, ou au fur et à mesure qu'on augmente les connaissances, on se rend compte qu'il y a toujours des incertitudes et la science progresse et donc on se rend compte qu'on voit apparaître des inquiétudes que l'on n'avait pas il y a 5, 10, 15 ans. Et donc, même si aujourd'hui on maîtrise ou on est capable de maîtriser la potabilité de l'eau, malheureusement pour des raisons économiques, souvent ça ne suffit pas d'avoir cette connaissance-là. Et de la même manière, la science progressant, on voit apparaître aujourd'hui des dangers qui n'étaient pas connus il y a quelques années. Comme par exemple ? On peut prendre... alors, après, on peut revenir sur le fait si ces dangers sont fondés ou pas fondés, mais l'exemple des OGM, l'exemple des perturbateurs endocriniens, d'autres... Et le fait que, quand j'étais petit, il y a un demi-siècle de ça, tout ce que je mangeais provenait d'un rayon de 50 km autour de chez moi. C'est-à-dire que je me nourrissais de mon propre biotope. Je me nourrissais de mon environnement immédiat. L'objet exotique, c'était une orange. Alors que maintenant, ce que je mange, ça c'était vient même un cadeau à Noël. On avait une orange, mais un jus d'orange, c'était quand on était malade et c'était quelque chose de vraiment exotique qu'on achetait. Enfin, c'était difficile à trouver. Alors que maintenant, je ne sais pas comment dire, mais je crois que j'ai dû manger des choses des 5 continents. J'ai mangé des épices dont j'avais jamais entendu parler. J'ai goûté des piments au Brésil en particulier qui étaient particulièrement terrifiants. J'ai goûté des tas de choses. Et si tu reviens à la littérature, je te rappelle Madame Bovary chef-d'œuvre, qui à un moment donné fait un banquet pour la première fois, donc elle sort de sa condition et elle est dans un banquet et elle dit « Elle n'avait jamais vu de grenade ni mangé d'ananas ». Donc on est au début du XXe siècle. Et on est dans le cas de quelqu'un qui est, je dirais, moins expert dans la nourriture que n'importe quel gamin de notre époque. Moi, à mon époque, ça n'existait pas tout ça. Et évidemment, il y a des allergies qui sont apparues, il y a des réactions imprévisibles, et il y a des associations qui n'étaient pas possibles entre un épice indonésien, une viande venue d'Afrique, par exemple, ou de Nouvelle-Zélande, et quelque chose pour le cuir qui vient d'Allemagne. Et ça, c'était totalement imprévisible, et ça se produit. Ceci dit, le local n'est pas forcément non plus très bon. Je veux dire par là que si, dans le Périgord, on peut avoir dans notre souvenir, d'accord, mais si l'on regarde, je dirais, l'époque médiévale, l'époque moderne, nous avons une quantité de crises alimentaires, une quantité de crises différentes qui sont dues à une mauvaise alimentation, bien que locale. Donc tout ce qui est indigestion, colique, etc., je dirais... on en trouve mention dans les archives de manière récurrente. Oui, aujourd'hui, on peut dire quand même qu'on vit dans une société avec un état sanitaire, de sécurité sanitaire assez élevé. Jean-Pierre Cravidi, on a quand même aujourd'hui, historiquement, jamais vécu de manière aussi saine, en tous les cas dans ce qu'on mange. Alors, d'un point de vue scientifique, bien sûr. L'alimentation n'a jamais été aussi saine qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qui... peut être assez facilement démontré. En revanche, la façon de s'alimenter a aussi évolué, et ce qui fait que lorsque l'on s'intéresse à ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies métaboliques, diabète, obésité, c'était malgré tout des pathologies qui étaient moins fréquentes par le passé. C'est pas dû au caractère sain ou malsain de l'alimentation, c'est dû effectivement au fait de mal se nourrir, ce qui est autre chose. Et lorsqu'on raisonne santé, alimentation, il faut sans arrêt avoir à l'esprit
ces effets délétères de la santé qui ne sont pas associés à des contaminants, qui ne sont pas associés à des toxines ou à des micro-organismes, qui sont associés à des déséquilibres de la prise alimentaire. Oui, et c'est en particulier... Mais en fait, si Oui, on Sylvie regarde Vabre. l'histoire, oui, pardon, je vous coupe, mais des déséquilibres alimentaires, il y en a toujours eu. Je veux dire par là que les médecins ont toujours prescrit une façon de s'alimenter que les gens ont toujours plus ou moins suivi, voire moins. Et l'on trouve que ce soit à toutes les époques des critiques sur les façons de s'alimenter, etc. Et des déséquilibres alimentaires très malsains qui peuvent amener toutes sortes de maladies. Je pense à la pelagre, par exemple, pour le maïs, quand on consomme trop de maïs, que l'on retrouve dans le sud de la France ou que l'on retrouve surtout aussi en Sicile et en Italie du Sud. Donc, il y a toujours des déséquilibres, on trouve toujours des déséquilibres et justement, les médecins, etc., nous invitent à tendre vers l'équilibre, mais l'homme tend toujours vers le déséquilibre. Enfin, je veux dire par là que c'est toujours une lutte entre l'équilibre et le déséquilibre. Le goût du risque. Et on le retrouve en alimentation. Jean-Claude Dignac. Oui, moi je remarque aussi qu'un certain nombre de pays, pour l'instant la France échappe à ça et j'en suis très heureux, mais je pense à un pays comme la Grande-Bretagne par exemple, les gens ne cuisinent plus. Les gens ne cuisinent plus, c'est-à-dire que la plupart du temps, en Grande-Bretagne, vous achetez votre plat préparé chez un des innombrables marchands de poissons, de ceci, de cela, sur le chemin. Et même quand vous êtes invité chez des gens, ce ne sont pas des gens qui vont vous faire la cuisine, ils vont vous dire « qu'est-ce que tu veux manger ?» et ils vont s'arrêter au livreur pour le prendre. C'est valable en Grande-Bretagne, c'est valable dans les pays anglo-saxons de façon générale. Il y a de plus en plus d'appartements dans les grandes villes, à New York en particulier, qui n'ont pas de cuisine. Ils n'ont pas de cuisine, pourquoi ? Parce que les gens ne cuisinent pas, ils se font livrer. Alors si on se fait livrer, c'est très bien, mais simplement à ce moment-là, on a besoin de cette confiance dont parlait Sylvain, on a besoin de cette traçabilité, et surtout la notion d'équilibre est complètement perturbée, parce que en Angleterre, paradoxalement, c'est beaucoup plus cher de manger sain, d'acheter des fruits et des légumes frais préparés que d'acheter de la nourriture préparée. Mais c'est 2 fois plus cher. Donc manger sain, c'est une pratique de riche. Et effectivement, enfin manger sain et puis aussi manger tout prêt. Il y a cette question des plats préparés. Alors il n'y a pas très longtemps, on parlait de cette question de confiance. Il n'y a pas très longtemps quand même dans l'histoire, on parlait de l'histoire du scandale de la viande de cheval étiquetée sous le nom de bovin. On revient à cette histoire de je fais confiance, finalement, est-ce qu'on peut ? Oui, dans les lasagnes industrielles, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on a une sorte de paradoxe. Les gens, on sait qu'on mange de plus en plus sainement, mais les gens sont de plus en plus inquiets. C'est-à-dire qu'on va sur les réseaux sociaux, qu'on va sur les forums, on trouve beaucoup de messages, Marina, qui montrent l'inquiétude des gens. Je suis allée faire un petit tour parce qu'effectivement, il y a la littérature scientifique et puis il y a aussi la société. Et pour le coup, c'est vrai que sur les forums, les gens qui s'inquiètent sur j'ai mangé ça, est-ce que je risque de mourir ? Et ça va en ces termes-là. Finalement, il y a une réelle inquiétude sur la question de la confiance, sur la question de la fraude. Et du coup, où est-ce qu'on en est là-dedans par rapport à des cas un peu historiques et puis à l'actualité ? En tous les cas, moi, ce que je pourrais dire, par exemple, pour la viande de cheval, ce qu'il faut noter, c'est que la viande de cheval est quand même bonne à consommer. Oui. Ce n'est pas du bœuf, mais elle est quand même bonne à consommer. Au XIXe siècle, on trouve quantité de fraudes alimentaires, des plus ubuesques. Je veux dire que ce soit dans le chocolat, que ce soit dans la revue de Lancet, qui est célèbre, il y a quantité d'articles au XIXe siècle qui étudient le chocolat, qui étudient le café, etc., le thé, et l'on montre qu'en fait, dans le chocolat, il y a de la brique pilée, il y a toutes sortes de choses à 50%, et on a très peu finalement de chocolat. Le poivre, c'est beaucoup de poussière et un peu de poivre. Enfin, vous voyez ce que... Donc, on a fait beaucoup de progrès dans les contrôles, dans les normes, dans la définition des produits. Après, la brique était peut-être pas mauvaise pour la santé non plus, finalement. Peut-être pas, je ne sais pas. Alors, le chocolat avait un goût, était vendu surtout sous forme au milieu du 19e siècle, sous forme de poudre, et il avait quand même un goût granuleux un petit peu, donc ça devait passer inaperçu. Mais enfin bon, je veux dire, il y a toutes sortes de fraudes, ou même de choses qui étaient tout à fait admises et qui n'étaient pas considérées comme fraude. On faisait du vin avec des raisins secs venant de Turquie, de l'eau et du sucre. Et on laissait macérer 3 semaines, et cela faisait un vin bon marché que l'on pouvait vendre dans les troquets parisiens. Ou du vin Mariani à la cocaïne. Voilà, donc je veux dire, on a fait quand même, il y a eu toutes sortes de crises dans la filière vitivinicole qui ont poussé finalement au contrôle, à la définition du vin, et donc on est véritablement dans une société maintenant où il reste bien sûr des incertitudes, mais on en a éliminé énormément.
Oui, on a une approche aussi aujourd'hui qui est peut-être plus hygiéniste et avec aussi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a la problématique aussi de la distance qu'on a tous avec la production de l'alimentation joue un rôle aussi dans cette perte de confiance? Alors évidemment, il y a eu des histoires, je pense à la maladie de la vache folle où finalement, nous, urbains, on ne comprenait pas trop ce que c'était que cette maladie, mais ce qu'on voyait à la télévision, les images de ces vaches, c'était assez terrifiant. Et du coup, cette incompréhension qu'on a de finalement comment on produit aujourd'hui la viande, comment on produit tous les aliments. Est-ce que, Jean-Pierre Cravidi, je vous vois opiner du chef. Oui, ça fait partie de ces arguments d'aujourd'hui? Complètement, parce que en fait, la plupart des consommateurs ignorent quels sont les process industriels de l'industrie agroalimentaire et comment on passe de la matière brute à un produit tel qu'il est consommé. Donc, il y a une incompréhension. Et puis, il y a des événements, enfin, vous avez mentionné effectivement la vache folle, qui fait que, compte tenu de la mondialisation des échanges qu'on peut avoir aujourd'hui, lorsqu'une fraude se fait à grande échelle, ça a un impact non pas sur un village, une ville ou une région, ça a un impact sur la planète entière. Les projections autour de la vache folle, au moment où on a vu apparaître ce phénomène-là, et compte tenu de la complète incertitude des scientifiques, pour le coup, là, c'est vraiment quelque chose qui est apparu. On n'avait aucune connaissance du prion avant que ça n'apparaisse. Là, on a une marge d'erreur dans les projections qui est considérable. C'est-à-dire que les optimistes tablent sur quelques centaines de morts et les pessimistes sur quelques millions de morts. Et donc, face à cette incertitude, le citoyen est complètement décontenancé. Voilà. Et puis l'anxiété prend le pas. Et puis ensuite, on a des réactions qui sont quelquefois totalement irrationnelles ou qui relèvent, je dirais pas de la démarche classique du risque ou d'appréciation du risque, qui font que on considère qu'avoir donné à manger de la vache à des vaches, c'est une hérésie, et donc on a bien été puni de ces pratiques tout à fait anormales. Voilà. Donc il y a ce phénomène-là. Mais il y a eu d'autres fraudes qui sont apparues. Et vos propos prennent un relief particulier dans les périodes qu'on vit actuellement après ce Covid-19. On voit bien ce à quoi vous pouvez faire allusion par rapport à ces peurs qui vont naître dues à des problématiques sanitaires qui émergent. Jean-Claude Vignac? Oui, justement, le cas du Covid-19 est intéressant parce qu'il est visiblement apparu parce qu'on a essayé de manger des trucs auxquels personne n'aurait réellement pensé à manger, je dirais, mais qu'on a mangé soit pour des raisons culturelles, soit parce que les gens avaient faim. Et on s'est retrouvé avec un virus transmis de l'animal à l'homme, qui sont les pires cas d'épidémie qui soient. Parce que ça a été la grande vérole, ça a été un certain nombre de choses, ça a été Ebola et tout ça. Tout ça, le sida, tout ça vient d'une transmission animale, zoomorphe, avec une forme de virus qui s'adapte à nous. Et malheureusement, ça risque de se produire. Sylvie Vabre? Oui, c'est quelque chose de culturel. Je pense qu'on peut très bien manger de la chauve-souris, du chien, etc. Le problème, c'est l'hygiène qu'il y a derrière. Et quand un pays transforme véritablement sa façon de vivre, on n'a pas forcément des normes d'hygiène qui se mettent en place tout de suite. Et je pense que là aussi, les choses se font rapidement, mais suffisamment, pas assez rapidement pour laisser passer certaines choses de la sorte. Je veux dire que le choléra du 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle, c'est le Covid-19 d'aujourd'hui, en quelque sorte. Je veux dire par là que le choléra existait auparavant, mais il est dû véritablement, et il apparaît parce qu'il y a une telle concentration humaine, un tel manque d'hygiène que l'eau est totalement polluée et devient mortifère. Bien sûr. Donc et on a dépassé ça. Donc c'est dans les plus que je dirais dans les ce ne sont pas les habitudes alimentaires, enfin je dirais les objets les animaux que l'on consomme qui doivent mettre en cause, mais c'est la façon de. Et c'est le manque d'hygiène, me semble-t-il. Mais pour parler des peurs, puisque c'est quand même le sujet, une partie des peurs vient aussi de l'étiquetage.
C'est quand même terrifiant d'apprendre que dans son truc, il y a tout un tas de produits avec des noms chimiques à coucher dehors, alors que quelquefois on vous dit mais c'est bourré de chlorure de sodium. Ben oui, c'est du sel, ma chérie. Et j'ai vu effectivement une enquête de gens qui disaient on trouve du dihydroxyde d'oxygène dans à peu près n'importe quoi, et il faudrait faire très attention. On en retrouve dans la nappe phréatique, il y en a dans les biberons des bébés. Le dihydroxyde d'oxygène, c'est H2O, c'est de l'eau. Simplement présenté de cette façon-là, vous aviez des tas de gens qui signaient la pétition pour bannir le dihydroxyde d'oxygène de l'ensemble de l'alimentation. Parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas. Et que, justement, une des façons pour l'industrie alimentaire d'être rigoureuse, c'est de donner les noms latins, les choses comme ça, et pas l'explication simple qui dirait ça, c'est du jus de citron, par exemple. Oui, du coup, ça interroge le toxicologue parce que justement, aujourd'hui, les moyens dont on dispose, et puis aujourd'hui et demain, comment vous voyez à INRAE notamment, la perspective, l'avenir de la toxicologie, on a l'impression qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir des études sur tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit. Est-ce que c'est une science en plein essor aujourd'hui, la toxicologie? Est-ce que vous voyez j'allais dire un avenir radieux pour nous garantir de pouvoir manger sans enfin avoir peur de nos assiettes? Je pense qu'on n'évitera pas la peur qui est liée à ce que l'on mange, tout simplement parce que ce que l'on mange évolue et qu'on aura à faire face à effectivement des choses nouvelles et pas forcément rassurantes pour l'avenir. Maintenant, je dirais, si on prend les peurs actuelles qui sont... la crainte, par exemple, d'avoir des résidus de pesticides dans notre alimentation, des OGM. Alors, ces peurs-là sont fondées sur le fait qu'il peut y avoir des désaccords entre, justement, les spécialistes, les experts, sur tel ou tel sujet, et ces désaccords sont source d'inquiétude, parce que on a toujours l'impression que s'il y en a un qui dit blanc et l'autre qui dit noir, qui je crois? Est-ce que je crois celui qui me semble parler le mieux, voilà, ou est-ce que je crois, comment je me fais ma propre opinion? Et en fait, il est extrêmement difficile de faire sa propre opinion, d'autant qu'on vit à une époque où les réseaux sociaux ont pris le relais des médias classiques, et donc il n'y a pas ce recul qui est le rôle des journalistes et des journalistes d'investigation pour essayer de faire le tri entre ce qui est fondé et ce qui l'est beaucoup moins ou qui est assez irrationnel. Et là, c'est une vraie difficulté. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai été de plus en plus sollicité, alors que c'est pas mon métier de faire de la vulgarisation, pour ces raisons-là. Et je dirais de façon assez simple, je pense qu'aujourd'hui, on ne raisonne que risque lorsqu'on s'interroge sur la présence de telle substance chimique, de tel additif, de tel arôme dans l'aliment, alors qu'on devrait raisonner risque-bénéfice. Est-ce que je suis d'accord pour prendre un risque alors qu'il m'apporte du bénéfice? Mais la plupart des personnes ignorent quel bénéfice ça peut leur apporter. Le fait d'avoir un conservateur ou un arôme dans un aliment, pour eux, c'est un quelque chose, et c'est à bannir de toute façon. Donc il y a aussi une éducation autour des sciences de l'aliment qui serait à apporter, et qui serait à apporter, quand je dis une éducation, c'est au niveau de l'école ou au niveau d'exposition. Oui, exactement. Quelle belle transition pour parler de notre exposition Code Alimentation, justement, au Quai des Savoirs jusqu'au 6 septembre prochain. Jean-Claude Dunac, vous étiez justement vous faisiez partie du comité d'auteurs de science-fiction qui nous ont aidés à écrire cette exposition. Et on vous a demandé de vous projeter dans le futur, dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins lointain, pour imaginer cet avenir de l'alimentation. Comment vous avez vécu cette expérience, et vous, qu'est-ce que vous pensez comme avenir pour l'alimentation ? Moi, d'abord, j'ai vécu cette expérience de manière absolument fabuleuse, parce que imaginez quand vous mettez 4 d'entre nous et que vous les autorisez à délirer, et qu'en plus vous les payez pour ça, parce que c'est vraiment, ça fait partie du contrat, mais c'est la situation de rêve. Moi, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Donc, on a imaginé énormément de choses, tout en se disant 2050, tout en se disant on est dans le raisonnable, mais en observant ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire des tendances, le fait qu'on revient de plus en plus à une alimentation locale, qu'on essaie d'être
autosuffisants localement, que les gens cultivent de plus en plus de graines oubliées, de tomates anciennes. Moi, je suis fasciné dans mon marché de voir la variété de tomates qu'il y a, alors qu'il y a 20 ans de ça, il y en avait 3 ou 4. Maintenant, il y en a 40 ou 50. Je trouve ça absolument merveilleux. Donc, on est arrivé à ça, on s'est dit, voyons, qu'est-ce qui se passe quand on a des gens qui débarquent de tous les pays, qui nous amènent des règles alimentaires, quand on se met à manger d'un seul coup des sushis, mais aussi de la nourriture qui vient par exemple du Sud-Amérique, qu'on connaissait peu à une époque, et maintenant, on en voit de plus en plus. À l'époque, on voyait arriver le couscous, on vous disait, mon Dieu, qu'est-ce que c'est exotique. Maintenant, on mange du poisson cru, on mange de la nourriture indonésienne, et c'est tout à fait fabuleux. Donc, je me dis, tout ça mélangé, on a essayé d'imaginer en 2050 quelles seraient nos inquiétudes, nos rêves et nos envies. Et c'est avec ça qu'on a bâti. Donc, on vous invite à venir visiter cette exposition à Toulouse, au Quai des Savoirs, jusqu'au 6 septembre prochain. On a l'impression, finalement, que ce futur, c'est une sorte de retour vers le futur, c'est-à-dire que le futur proche, là, qu'on voit, on parle de circuit court, on parle de local, c'est un peu une sorte de passé rêvé, une sorte de retour à un âge d'or qui n'a jamais existé, mais qu'on imagine tous aujourd'hui, c'est-à-dire chacun cultivant son propre jardin avec des légumes sains. On est sûr qu'il n'y a pas d'intrants, de pesticides qu'on va mettre dans son propre jardin. C'est un peu ça l'image du futur que vous avez voulu brosser dans cette expo? Oui, sachant que c'est un passé rêvé qui n'a jamais existé. Quand j'avais 15 ans, quand j'étais au lycée, j'ai 3 de mes camarades qui sont morts d'intoxication alimentaire. Et à l'époque, ça ne paraissait pas si extraordinaire que ça. Maintenant, inutile de dire que ça ferait les gros titres à la télévision. À l'époque, c'était standard. Mon père était médecin, il en soignait très régulièrement. Donc, ce passé-là, tout aussi fascinant, où on buvait le lait directement de la vache et on allait cueillir soi-même son jardin, eh bien, ça marchait pas aussi bien que ça. Et j'avoue que je suis assez contente de ce qu'on mange en ce moment et de la qualité de ce qu'on mange. Parce que peut-être un des enjeux de l'avenir proche, Sylvie Vabre, c'est cette normalisation. Vous nous parliez pas mal des normes aussi, des standards qui garantissent le fait que l'alimentation aujourd'hui est plus saine. Donc, est-ce qu'on peut concilier cet aspect, on va dire, un peu global de standards, de normes, et puis le local, de cultiver chacun ses choix? Il faudrait que chacun obtienne les validations d'un organisme de normalisation? Non, mais je pense qu'il y a forcément 2 mondes parallèles. C'est-à-dire que l'on a besoin d'avoir une nourriture qui vient du Brésil, on a besoin de manger des ananas, etc., des produits exotiques, des oranges, que l'on ne peut pas cultiver, ça existera toujours, mais on peut, pour certaines choses, s'alimenter de manière beaucoup plus courte. Ça, c'est évident. Donc, il va y avoir certainement une remise, je dirais, on changera un petit peu de chemin, mais on ne va pas supprimer les produits qui viennent de l'extérieur. On y est trop attaché, me semble-t-il. La culture du jardin en hiver, par exemple, nous semblerait fade. Entre les choux, les pommes de terre et les carottes et les navets, je pense que si l'on revenait à cela simplement en hiver, je pense qu'il y aurait beaucoup de protestations. C'est ça, c'est beaucoup moins varié. Mais bon, après, la cuisine du jardin, la cuisine du marché, la cuisine en circuit court, et puis d'avoir des plats vraiment liés à la saisonnalité, c'est vrai que ça revient quand même beaucoup dans les tendances en ce moment. Bien sûr. Beaucoup chez les restaurateurs aussi. Tout à fait, qui mettent en valeur. Ça va de pair aussi avec le tourisme, parce que l'on met en valeur un terroir et une spécificité. Et donc, les restaurateurs ont beaucoup investi là-dessus. Parce que nous cuisinons, parce que nous sommes encore un pays dans lequel l'art de cuisiner chez soi ou d'aller au restaurant est une chose importante. Et mon Dieu, je bénis le ciel d'avoir ça et je souhaite que nous le gardions. Et croyez-moi, ça fait l'envie de tout un tas de pays qui nous connaissent. Eh bien, je vous propose de rester sur cette touche positive pour clore cette émission. Et si demain, on n'avait plus peur de ce qu'on mange. Merci à nos 3 invités et merci Marina. Merci également à notre partenaire Lina ainsi qu'à celles qui ont contribué à préparer cette émission, Marie Frécon et Francesca Useli-Bakita. À la réalisation, Arnaud Maisonneuve, prise de son Laurent Codoul. Merci à vous tous et n'oubliez pas, restez curieux.